Et si vous pouviez livrer plus sans agrandir votre équipe? L'intelligence artificielle n'est pas un gadget, c'est un levier de création de valeur. One9 développe des solutions IA sur mesure pour automatiser vos processus. One9.ca, l'équipe de développement IA la plus efficiente au Québec, fière de propulser le balado Y a-tu pensé? L'intelligence artificielle change tout. Outils, risques, mythes, réalité. Y a-tu pensé? Comprendre, apprendre, s'adapter. Avec David Proulx, Y a-tu pensé? Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode d'Y a-tu pensé? Je suis Nicolas Béliveau, je remplace David Proulx aujourd'hui. Avec moi en studio aujourd'hui, on a le très grand plaisir d'accueillir Simon Leroux, fondateur et PDG d'Optionality. La semaine dernière, on parlait de reprenariat au Québec, comme quoi il y a plus de 50 000 entreprises au Québec qui doivent changer de main dans les prochaines 5 années. Aujourd'hui, avec l'IA, ça facilite et démocratise l'accès à la valorisation d'entreprises et toutes les étapes à considérer quand on veut faire un transfert de les leviers de croissance aux options d'acquéreurs. Optionality aide avec le tout et on va avoir une très belle discussion pour en découvrir davantage. Bonne écoute! Y a-tu pensé? Bonjour Simon! Bonjour Nicolas! Avant qu'on parle de ton entreprise en tant que telle, je voulais qu'on parle de toi. Parce que tu as vécu la vente d'une entreprise. Aujourd'hui, tu développes une IA pour aider la valorisation et le transfert d'entreprise. Oui. Peux-tu nous commencer à parler de Gazelle? Et même, on peut aller reculer encore plus loin à Arrowee, ton entreprise auparavant, où est-ce que tu as fait déjà 2 exits, déjà 2 transferts d'entreprise. Absolument. Bien, merci de me recevoir au podcast. Écoute, effectivement, je suis un entrepreneur en série. C'est ma 4e, en fait, entreprise, Optionality. L'aventure entrepreneuriale, pour moi, a commencé en bas âge. Là. Je savais déjà que je voulais être entrepreneur, mais j'ai commencé ma carrière chez Bell Canada. Après une dizaine d'années chez Bell, j'ai fait le saut du côté de l'entrepreneuriat. J'ai joint une jeune PME qui avait été fondée par mon cofondateur Steven Jast, qui s'appelait Arrowee. Arrowee, essentiellement, ce que ça faisait, c'était de la consultation pour aider les gouvernements à faire de l'attraction d'investissements directs étrangers. Donc, très spécialisé. Il faut comprendre. Assez niche, effectivement. Fait que tous les pays, les États, les provinces et même les villes ont un organisme de développement économique. Puis une des fonctions de ces organismes de développement économique-là, c'est essentiellement d'attirer des investisseurs dans leur juridiction pour créer de l'emploi, des nouvelles compagnies. Donc, à Montréal, c'est comme Montréal International. Montréal International, Investissement Québec, Laval Technopole, Développement économique Longueuil, donc dans la région, Québec International, tout ça. Puis nous, nos clients étaient partout dans le monde. Fait que c'était autant Business France qu'Invest Hong Kong, que Japan Export and Trade, que le département de commerce des États-Unis. Puis on a bâti une entreprise qui a eu quand même beaucoup de succès, qui faisait de la consultation, qui était présente dans 10 pays. On a eu une première tentative d'achat. Quelqu'un qui voulait acheter cette entreprise-là, ça n'a pas fonctionné. Et de là est venue l'idée de bâtir de l'intelligence artificielle pour aider à prédire quelle compagnie était pour prendre de l'expansion à l'international. Donc ça, c'était en 2015. Okay, quand même précurseur dans le domaine. Oui, très précurseur. Il faut comprendre que chez Arrowee, ce qu'on essayait de faire, c'est de trouver ce que je dis, une aiguille dans une botte de foin. C'est une entreprise qui veut prendre de l'expansion physique à l'international dans la juridiction de notre client. C'était difficile à trouver. Donc, c'est un bon cas d'utilisation pour l'IA. Mais si je vous ramène à 2015, là, évidemment, on ne parle pas de ChatGPT et de tous les modèles. Même, c'était difficile d'avoir accès à des ressources. Nos 2 premiers PhD, donc nos 2 premiers doctorats qu'on avait en fait leur thèse, j'aime ça raconter cette histoire-là, parce que je vous disais comment c'était difficile de trouver des gens à ce moment-là. Leur thèse, c'était vraiment dans des modèles prédictifs pour prédire quelle culture, dans le fond, des crops, là, comme on dit, donc les jardiniers maraîchers, quelle culture était pour avoir le plus de croissance dans le temps. Okay. Prédire ça. Puis là, on était comme, on peut utiliser le même genre de modèle pour prédire quelle est la probabilité des entreprises de prendre de la croissance et de l'expansion. Fait qu'on est vraiment parti de là. Wow, OK. Fait que vraiment très, très loin. Y avait-tu beaucoup de points en commun? Bon, dans le fond, essentiellement, c'était du machine learning
learning, donc de l'apprentissage des modèles prédictifs. Puis dans le fond, la théorie, évidemment, était la même. Il fallait juste appliquer des sets de données complètement différents pour entraîner les modèles. Mais puis éventuellement, on a fait évoluer ça. Mais à la base, c'était quand même ça. Puis tu sais, c'était difficile de trouver des gens. Fait qu'on a fait 2 années de R&D. Puis on a lancé en 2017, qui est encore très précurseur en IA. Puis Gazelle a connu un franc succès. D'abord en commercialisant la solution auprès d'organismes de développement économique qui étaient les mêmes clients qu'on avait du côté de ROI. Puis éventuellement en diversifiant dans les bureaux de consultation, les banques, les institutions financières qui, eux autres, aussi voulaient comprendre quelle compagnie pourrait prendre de l'expansion, de la croissance et tout ça. Donc, c'est une technologie développée chez ROI qui est devenue un produit en tant que tel. Exactement. Éventuellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scindé les 2 entreprises. On a dû faire valoriser l'entreprise d'IA qui avait une valorisation qui était très différente, comme vous pouvez vous imaginer, d'une entreprise de services conseil, surtout à cette époque-là où est-ce qu'il y avait beaucoup on va dire, d'enthousiasme sur les compagnies en intelligence artificielle. Puis nous, on avait un certain succès, une certaine croissance. Donc, on a réussi à bâtir quelque chose de bien. On a financé ça à même nos propres fonds. Donc, on avait une entreprise opérante qui était ROI qui finançait le développement de Gazelle. C'est pratique. Exactement. On a eu accès à des partenaires financiers. On a levé de la dette pour pouvoir croître. Puis, à certains moments donnés, on avait peut-être des visions différentes sur le futur de l'entreprise. Puis, on trouvait que le timing, le temps du marché était favorable pour nous de vendre. Donc, on a vendu ces 2 entreprises-là de façon distincte. Une des entreprises qui a été vendue à un fonds de private equity, donc un fonds d'investissement américain, celui-là. KKR. Exactement. Puis, il y avait une entreprise dans leur plateforme qui s'appelait Lightcast, qui s'appelle toujours Lightcast. Puis, on s'est joint à cette entreprise-là à travers un processus de vente d'entreprise. Donc, on avait un banquier d'affaires et tout. Puis, on a vendu ROI à l'équipe de management qui était déjà en place. Et moi, à travers mon parcours professionnel, j'ai aussi fait jouer dans le domaine du private equity, donc de l'investissement privé. J'ai fait l'acquisition d'entreprises, puis tout ça. Donc, ça, c'est un peu mon parcours entrepreneurial. Donc, j'ai eu plusieurs cicatrices, comme on dit, plusieurs entreprises. J'ai fait des bons coups, des moins bons coups, mais je me suis souvent posé des questions, justement, sur elle vaut combien réellement mon entreprise. J'entendais parler de toutes sortes de choses, à droite puis à gauche. Je me faisais dire des choses. Je ne comprenais pas nécessairement les principes d'évaluation d'entreprise. Qu'est-ce qui avait une influence sur l'évaluation d'entreprise? Je ne savais pas qui pouvait m'acheter. C'est un monde assez flou. C'est très... Pour la première fois que tu rentres dedans, et pour plusieurs qui nous écoutent, ils connaissent quasiment rien. Donc, peux-tu nous expliquer un peu, ça a l'air de quoi ce monde-là, les facteurs auxquels un entrepreneur doit réfléchir pour éventuellement vendre son entreprise? Bien, c'est un monde, effectivement, qui est en train de se démocratiser. Puis c'est un peu la mission de ma nouvelle entreprise qui a Optionality de faire ça. Mais essentiellement, c'est un monde où est-ce que, typiquement, les bureaux comptables, les professionnels en évaluation d'entreprise vont accompagner des entreprises d'une certaine taille parce qu'il y a des honoraires puis il y a des frais qui sont reliés à ce genre de service-là. Puis, évidemment, il y a différentes façons d'évaluer une entreprise, mais il y a une méthode comptable. Fait qu'on va regarder les flux de trésorerie qui sont générés par l'entreprise, fait que les fameux cash flows. Donc, est-ce que l'entreprise elle est profitable? Puis, les acquéreurs vont souvent acquérir une entreprise basée sur les multiples de la profitabilité que l'entreprise va générer. Puis, c'est là qu'il y a beaucoup de confusion. Est-ce que j'ai une entreprise qui est profitable? C'est quoi le niveau de profitabilité? Est-ce que cette profitabilité-là elle est soutenable à travers le temps? Ou au contraire, moi, quand je bâtissais Gazelle, je suis une entreprise qui était pas profitable, mais qui générait des revenus en très forte croissance. Donc, les mécanismes d'évaluation étaient différents. Fait que pour moi, te répondre simplement comment on évalue une entreprise, puis c'est-tu 4 fois l'EBITDA, je peux pas faire ça. Vraiment... Même en ce moment, l'exemple le plus populaire, c'est avec SpaceX, 100 fois non profitable comme entreprise, et on associe un chiffre. Exactement. Mais ça, c'est beaucoup basé sur, dans le fond, des flux de trésorerie futurs anticipés pour une entreprise. Souvent, on va regarder ça. Fait que c'est un monde qui est assez complexe. Fait que de comprendre, la valeur de ton entreprise, après ça, de comprendre le prix que le marché est prêt à payer pour ton entreprise, c'est 2 concepts qui sont complètement différents, sont reliés, mais c'est 2 choses complètement différentes. De comprendre qui sont les acquéreurs potentiels de ton entreprise, de comprendre est-ce que ton entreprise, elle est attractive pour un acquéreur potentiel, est-ce qu'il y a des risques d'affaires dans ton entreprise, par exemple une dépendance envers le dirigeant, le propriétaire de l'entreprise, est-ce qu'il y a une dépendance envers les clients, des contrats, il y a toutes sortes d'éléments qui vont avoir une incidence sur cette valeur-là. Puis moi, comme entrepreneur, j'ai vécu ce défi-là. C'est-à-dire que je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas je valais vraiment combien. Même si des fois, il y a des gens qui me disaient « tu veux 10 fois les revenus », le lendemain, ça vaut peut-être 3 fois les profits.
Donc, il y avait beaucoup de confusion. Je n'avais pas nécessairement identifié qui étaient les acquéreurs potentiels pour mon entreprise. Je ne savais pas par où commencer, à qui parler. Puis, il y avait très peu de gens qui étaient prêts à accompagner ou à aider un entrepreneur de PME. C'est sûr que quand tu as une certaine taille d'entreprise, tu es une moyenne entreprise, tu as 200, 300, 400, 500 employés, bien, souvent, tu es accompagné. Autant à l'interne, tu as des gens qui sont là pour t'aider, qui ont un background, qui sont peut-être un CFO, par exemple. Puis, autant à l'externe, mais tu as un des aviseurs qui sont plus stratégiques avec toi. Mais dans la PME, on va dire moins de 25 millions de chiffre d'affaires, c'était difficile d'avoir accès à des ressources, c'était difficile d'avoir accès à des données, c'était difficile d'avoir accès à de l'expertise. Puis, je trouvais que c'était un bon moment pour utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de démocratiser cette information-là. Donc, c'est... De fil en aiguille, tu as lancé Optionality. Exactement. Après une assez courte pause, après la vente de Gazelle. Oui, j'ai ce problème-là, effectivement, d'être un peu un entrepreneur hyperactif, mais ce qui a paru être une très courte pause quand on regarde mon profil LinkedIn de moins de 10 mois, pour moi, ça a été une éternité. C'est-à-dire que le moment où j'ai vendu mon entreprise, je savais que je devais faire une transition avec les acquéreurs, mais aussi j'avais le désir de pouvoir lancer une nouvelle entreprise, ne sachant pas exactement quoi. Puis, il y a l'adage qui dit... dans le fond, de tomber en amour avec le problème versus la solution. Mais moi, j'avais vraiment un vrai amour pour le problème que j'essayais de résoudre avec Optionality, c'est-à-dire d'aider l'entrepreneur à mieux comprendre c'est quoi sa valeur, c'est quoi les options pour augmenter cette valeur-là, puis de faire un processus de transfert en bonne et due forme avec un plan de match. Puis c'est ce que je voulais faire, de démocratiser ça, de rendre accessible ces données-là, cette information-là aux entrepreneurs d'entreprise, aux entrepreneurs, pardon. Puis, c'est un peu la mission qu'on s'est donnée avec Optionality, puis le problème que j'essaie de résoudre là, à tous les jours, là, maintenant depuis mars 2024. Donc, ça fait à peu près 2 ans qu'on a lancé la boîte. Donc, concrètement, vous faites quand même plusieurs choses chez Optionality. C'est pas juste déterminer la valeur de l'entreprise ou juste trouver des acquéreurs. Vous aidez aussi les aviseurs. Peux-tu nous donner un portrait global de l'entreprise en 1 minute? Bien, la partie valeur, c'est un point d'ancrage. C'est-à-dire que autant que pour l'entrepreneur que pour le conseiller, l'aviseur, il faut savoir c'est quoi notre point de départ. Puis aussi d'avoir une vue réaliste de la valeur de l'entreprise, sachant très bien que la vraie valeur, elle est dictée par le marché. Fait que je peux te dire une valeur théorique. Ton entreprise vaut probablement entre 5 et 7 millions, par exemple. Mais si on va au marché, peut-être que ça va valoir un petit peu plus ou un petit peu moins. Puis ça dépend vraiment de plein de choses, notamment du risque d'affaires que de ton entreprise, de la capacité à générer des profits, de l'intérêt des acquéreurs potentiels. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, la valorisation, on peut dire que c'est un mal nécessaire, mais c'est important. Donc, c'est un point d'ancrage. La chose qu'on fait principalement, c'est qu'on bâtit avec l'intelligence artificielle des plans de transfert personnalisés pour les entrepreneurs pour leur permettre de savoir qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour augmenter leurs chances de vendre leur entreprise et de la vendre au plus haut multiple possible avec les meilleures conditions possibles. Parce que la valeur d'une transaction, d'une entreprise, c'est pas le seul élément qui est important, c'est les conditions également. Qui est l'acquéreur? Qu'est-ce qu'il va faire avec l'entreprise? Comment tu es rémunéré aussi? Est-ce que tu es payé à 100% en argent? Est-ce qu'il y a une balance de prix de vente? Est-ce qu'il y a un bonus de la valorisation de l'entreprise basé sur la performance future? Beaucoup de termes anglophones, donc j'essaie de faire des traductions libres, mais voilà, c'est ce qu'on appelle un earn-out, par exemple. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec l'entrepreneur, on lui génère un plan qui est personnalisé, qui lui permet en amont d'une transaction, donc plusieurs années en avance. Nos meilleurs clients, c'est des gens qui vont commencer 5 à 7 ans avant de vendre. Fait que c'est des gens souvent qui savent qu'ils vont devoir vendre, mais ils ne sont pas à vendre actuellement. Ça, c'est des clients d'Optionality. C'est des entrepreneurs. Puis, en commençant plus tôt à comprendre c'est quoi leur valeur, puis comment l'augmenter, puis comment rendre leur entreprise plus attrayante, puis qui sont les acquéreurs potentiels, bien, ils sont en contrôle. Oui, comme tout dans la vie. Si on ne planifie pas, exactement. On va droit dans le mur. Puis tout ça, toutes ces données-là, puis tout ce processus-là, v'là 2-3 ans, c'était pas possible, c'était pas accessible pour un entrepreneur de PME. C'était disponible pour une grande entreprise, pour un fonds d'investissement, mais l'entrepreneur de PME n'avait pas accès à ça. Puis c'est ce qu'on a fait. Donc, par la force des choses, les aviseurs, donc les bureaux comptables, les avocats, les conseillers en gestion de patrimoine,
tous les gens qui entourent les entrepreneurs, maintenant, ils sont très intéressés à travailler avec notre plateforme pour eux aussi accompagner leurs clients en amont. Fait que les deux marchés que l'on dessert, c'est un, les entrepreneurs, et deux, les aviseurs qui les accompagnent dans un processus de transfert ou de vente d'entreprise. Donc, ayant fait la vente de Gazelle dans le passé, comment une technologie de la sorte t'aurait pu t'aider? Est-ce que tu réfléchissais déjà à la vente de l'entreprise? Ramène-nous à ce moment-là. Oui, bien c'est sûr que c'est beaucoup du produit en intelligence artificielle qu'on a bâti est basé sur mon expérience avec Gazelle. Fait que dans un premier temps, c'était une des choses qu'on va vouloir faire quand on va regarder c'est quoi la valeur potentielle de notre entreprise. On va vouloir trouver des comparables. Mm-hmm. Donc, des comparables, c'est est-ce qu'il y a des entreprises similaires à la mienne qui ont été vendues? Et si oui, qui l'a acheté? À quel multiple ou à quelle valorisation? Puis pour quelle raison? Mais c'est souvent des deals qui se font en privé. On n'a pas l'information. Effectivement. Fait que c'était un des défis que l'on avait. Fait que dans le fond, théoriquement, ce qu'on voulait faire, c'est d'identifier les transactions. Souvent, les transactions, on est capable de bâtir. Moi, mon background, c'était en données. Je suis un data scientist à la base. Donc, d'avoir les données de transactions, mais souvent, ces transactions-là sont privées. Donc, on sait que peut-être un fonds de private equity a acheté une entreprise ou un stratégique a acheté une autre entreprise. On est capable d'analyser les raisons qui ont justifié cette transaction-là, mais on n'a pas le prix de la transaction. Ouais. Donc, les joueurs du M&A, dans le fond, ceux qui accompagnent les entreprises à faire des transactions, historiquement, ils ont accès à des bases de données, puis ces bases de données-là étaient pas disponible pour les PME. Puis nous, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu démocratiser ça. Donc, on est des agrégateurs de données. Il y a quand même un registre caché. Il y a un registre caché. Il y a des vendeurs de données qui existent, qui agrègent ces transactions-là de façon anonymisée. Nous, on a accès à ça. Donc, on ne peut pas savoir quelle compagnie a acheté quelle compagnie, mais on sait dans quel secteur d'activité, la description sémantique, dans le fond. Nos PhD, dans le fond, c'est des spécialistes en sémantique à la base. La première mouture d'optionality, le premier cas d'usage qu'on essaie de résoudre, c'est justement d'être capable de générer des comparables. Ouais. Parce que moi, comme entrepreneur chez Gazelle, ce que je voulais savoir, c'est montre-moi pas une autre entreprise manufacturière. Ça me sert à rien. Moi, je veux savoir, il y a toutes d'autres entreprises en technologie, puis c'est dur. Chaque entreprise est unique. Fait que, trouve-moi des comparables. Fait que moi, dans le cas de Gazelle, c'est trouve-moi une entreprise qui est un SaaS, qui vend son marché qui dessert, c'est principalement des gouvernements puis des banques, qui fait de l'intelligence artificielle, qui a une taille qui est à moins de 10 millions de chiffre d'affaires, qui a une croissance qui est à plus que 150 % de croissance. Puis trouve-moi des comparables comme ça, qui les a achetés. Fait que c'est difficile. En 2000 quelques, si on va sur Google, tu ne trouves pas la réponse facilement. Puis même encore aujourd'hui, parce que dans le fond, pour faire une évaluation d'entreprise, puis on parle beaucoup d'évaluation, c'est le point de départ, ça prend une traçabilité. C'est-à-dire que je ne peux pas juste aller dans Claude ou dans ChatGPT et dire « Sors-moi une valeur pour ma business », parce que déjà, il va te sortir quelque chose. Ça va être très halluciné, mais ça va surtout, il n'y aura pas de traçabilité parce qu'ils n'ont pas accès aux données. Fait qu'actuellement, nous, on a bâti un environnement qui est complètement sécuritaire, qui a 100% de traçabilité. Donc, si on te fait une analyse puis on dit, voici les comparables, on est capable de remonter à la source de données puis de dire, c'est basé sur ces transactions-là. Donc, là, c'est une des choses que l'on a faites. Le premier cas d'usage, c'était de dire, on est-tu capable de générer des bons comparables pour une entreprise, pour que l'entrepreneur puisse dire, OK, effectivement, je ressemble à cette entreprise-là, j'ai le même genre de profil de croissance, la même industrie, les mêmes marchés desservis, les mêmes produits et services. Donc, ça m'intéresse. Donc, ça, c'est la première chose que l'on fait. Puis après ça, on vient benchmarking, donc faire de l'étalonnage. Donc, de dire, regarde, voici tes points forts et tes points faibles. Il y a des entreprises qui se sont vendues, mais eux, il y avait un profil de croissance qui est différent au tien. Ils étaient en hyper-croissance. Donc, à cause de ça, évidemment, ils ont une valorisation qui est plus élevée. Fait que toi, tu risques d'être plus de cette façon-là. Par contre, tu as des forces. Tu es très efficace. Ton revenu par employé est beaucoup plus élevé que la norme dans ton industrie. Donc, on a accès à des données d'étalonnage pour des entreprises privées qui permettent de faire un benchmarking qui est super intéressant. Et d'où l'intérêt de l'IA, vu que c'est multifactoriel. Exactement. Il y a, j'imagine, des millions de combinaisons possibles qui peuvent rentrer en jeu afin de sortir un chiffre qui... On peut avoir quand même une certaine confiance. Oui, puis en plus de ça, en fait, pour être très exact, un des modèles qu'on a développé, on va peut-être parler de ça, mais on est dans l'accélérateur de Google pour les startups, pour les entreprises en démarrage. Donc, on vient de sortir de cet accélérateur-là. On a fait une innovation qui est vraiment disruptive dans l'industrie. C'est-à-dire, je ne sais pas si disruptif, ça se dit, mais c'est un anglicisme probablement, mais disons qu'il est assez innovant. C'est-à-dire que non seulement on va te dire, voici c'est quoi la valeur de ton entreprise actuelle, mais voici combien ton entreprise pourrait valoir dans le temps de façon réaliste, basé sur des autres entreprises qui ont réussi à faire ça. Puis si tu fais certains
move stratégique. Donc, si tu mets en place certaines choses, ton entreprise qui vaut actuellement entre 6 et 7 millions pourrait valoir dans les 3 prochaines années entre 9 et 11 millions si tu fais ces choses-là. Okay, et là, il y a 3,5 millions de scénarios qui sont évalués avec des modèles IA en temps réel pour dire à l'entrepreneur, voici le scénario optimal pour ton entreprise. Parce que de me dire c'est quoi ta valeur actuelle, OK, mais c'est quoi ma valeur future potentielle, ça m'intéresse. De comprendre aussi qui sont mes acquéreurs potentiels. Ouais. Est-ce que je devrais faire une acquisition avant de vendre mon entreprise? Donc, tous ces modèles-là, on les a développés, dans le fond, en utilisant l'intelligence artificielle pour pouvoir générer un plan d'action pour l'entrepreneur qui est personnalisé à son entreprise, qui dit, toi, voici ce que tu peux faire si tu veux vendre avec les meilleures conditions possibles dans les 3, 5, 10 prochaines années. Mais je comprends l'intérêt, mais il y a presque une valeur connexe. C'est un coach stratégique d'affaires IA essentiellement. Oui, bien tu sais, et on a notre agent qui s'appelle Emma, on l'a nommé à l'interne Emma, mais essentiellement, elle fait un accompagnement effectivement à l'entrepreneur. Donc, lui expliquer chacun de ces éléments-là. Voici c'est quoi ta valeur. Voici comment tu pourrais utiliser la dette. Ton entreprise, elle peut supporter quel genre de dette si tu veux aller lever un prêt à une institution financière, par exemple, pour investir dans ton entreprise. Fait que démocratiser ça. Après ça, de lui expliquer sa valeur de son entreprise. Après ça, lui expliquer qui sont les acquéreurs potentiels. Pourquoi ces entreprises-là ont été acquises. Donc, il y a tout un agent, il y a un coach qu'on a développé. Mais malgré ça, le feedback, puis c'est là que c'est important de regarder l'IA, mais aussi l'humain. Ouais. Bien, le feedback des entrepreneurs, la rétroaction des entrepreneurs, c'est de dire, OK, ça m'amène jusqu'à un certain point, mais maintenant, j'ai besoin d'un vrai coach. J'ai besoin de quelqu'un qui va venir m'aider à faire le suivi de ce plan d'action-là. Et par la force des choses, en écoutant nos clients, en écoutant le marché, bien, dans le fond, on est obligé avec Optionality de créer un programme basé sur une année qui est renouvelable évidemment chaque année pour l'entrepreneur, non seulement d'avoir accès à notre plateforme, mais d'avoir aussi accès à un coach qui les accompagne dans le suivi de ce plan de transfert-là. Alors, on a des gens à l'interne qui font ça. Puis on a même des coachs externes qui sont des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise. Donc, s'il y en a qui écoutent, qui se disent « Moi, ça m'intéresse », bien, ils peuvent venir dans notre plateforme. Ils peuvent être des coachs pour aider d'autres entrepreneurs qui veulent vendre éventuellement à les coacher. Puis c'est pas très demandant. C'est peut-être des rencontres, c'est soit il y a des plans avec 4 rencontres par année, 6 rencontres par année, 12 rencontres par année, mais c'est vraiment faire un suivi, un peu comme un coach au gym. Tu sais, je peux te dire, voici ta recette, voici ton programme d'entraînement. Si tu y vas 4 fois par semaine, tu vas être dans la meilleure shape de ta vie. Mais, OK, je comprends, je lis mon plan de match, mais j'ai besoin que tu viennes avec moi au gym à toutes les semaines, que tu me dises comment appliquer les mouvements, que tu te mettes en relation avec ton nutritionniste, que tu me dises. Fait que c'est le même parallèle, je te dirais. Le coach vient prendre l'IA. Puis voilà, fait que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne dans la plateforme. Il y a vraiment de l'IA, mais il y a un human in the loop, donc il y a un expert dans la boucle qui vient revalider les hypothèses qui ont été faites par l'IA, qui peut aussi challenger l'IA, de dire, écoute, je comprends que tu penses que ça, c'est un bon comparable, ou je comprends que tu penses que ça, c'est un bon multiple, ou je comprends que tu penses que ça, c'est un bon acquéreur potentiel, mais comme expert métier, voici comment que je vais te challenger puis paramétriser ça. Donc ça, les aviseurs apprécient énormément. Les entrepreneurs aussi apprécient le fait qu'ils peuvent challenger puis dire hey, c'est pas juste un rapport qui m'est donné puis je mets ça sur la tablette, c'est que je peux influencer ce rapport-là. Puis j'ai un suivi avec un humain. Ouais. Mais comme tout, on le voit, l'IA ne remplace pas tout. C'est un outil parmi d'autres qui permet d'aller plus vite et où est-ce qu'on peut avoir... On ne remplace pas les conseillers en fusion-acquisition, on ne remplace pas les financiers, les comptables, c'est vraiment juste pour... La transaction demeure, le facteur humain demeure. Une transaction d'entreprise, c'est de l'émotion. C'est de gérer des humains. Ben, c'est le plus grand projet, surtout pour plusieurs personnes de leur vie. Ouais. Se marier, avoir des enfants, lancer ta propre entreprise puis la vendre, là, on va dire, c'est dans des 4 grands projets qu'on peut réaliser. Donc, effectivement, c'est ça. Pour valoriser... pour déterminer les leviers de croissance de l'entreprise, tu as mentionné 3,5 millions de critères possibles. Faut que vous avez l'information sur l'entreprise en tant que telle pour être capable de guider. Peux-tu nous expliquer comment vous vous basez afin de
commencer à donner des pistes de croissance? Ben, ce qui est intéressant, dans le fond, avec Optionality, puis en utilisant l'intelligence artificielle, c'est que même sans avoir accès à tes données d'entreprise, on est déjà capable d'être très précis. Comment on a fait? C'est que dans le fond, on a entraîné un modèle qui prédit les états financiers d'une entreprise privée et tout ce qu'on a de besoin, c'est du site web et du nombre d'employés. Et on a un niveau de précision de 80 8 fois sur 10. Donc, ça veut dire que 2 fois sur 10, on est dans le champ gauche parce qu'il y a des exceptions, mais 8 fois sur 10, on est à plus ou moins 20 Fait qu'on est capable de dire, écoute, ton entreprise ferait probablement entre 1 et 1,2 million d'EBITDA de profit et il fait probablement entre 9,5 et 11,2 millions de revenus. Et on est très précis, puis on est capable de bâtir les états financiers au complet. Donc, les 3 états financiers capables de modéliser. Fait que déjà, ça, c'est super intéressant de générer les comparables de façon automatique aussi avec l'IA. Donc, on a beaucoup de choses qu'on est capable de faire sans avoir accès à tes états financiers. Puis ce qui est très intéressant parce que des fois, tu veux juste avoir une première vue très rapide ou des fois, tu es un aviseur qui est en mode conseil, qui n'a pas encore accès aux états financiers du client. Ceci étant dit, évidemment, si on veut faire un bon rapport, un bon travail, puis avoir un rapport qui est exact par rapport à la situation de l'entreprise, bien, l'entrepreneur doit donner de l'information. Pas nécessairement financière. On a un copilote qui va venir te poser des questions sur ton entreprise puis la gestion des risques dans ton entreprise. Donc, on regarde autant l'entrepreneur, donc on appelle ça le owner readiness. Donc, est-ce que l'entrepreneur est prêt à vendre mentalement, fiscalement? Est-ce qu'il y a un plan d'action qui est concret puisqu'il y a un échéancier qui est déterminé? Fait que ça, c'est le volet, on va dire, psychologique de l'entrepreneur qui est super important. Extrêmement important. Parce qu'il y a beaucoup de transactions qui vont échouer à cause de ça. Puis après ça, il y a le volet de l'entreprise. Fait que là, on va regarder les risques technologiques, les risques légaux, les risques commerciaux, OK? Donc, les risques fiscaux. Et on va dire, ben regarde, tu devrais adresser ces choses-là parce que ces choses-là vont ressortir de toute façon dans un due diligence, donc une vérification diligente dans le cas d'une transaction. Et ils vont avoir aussi une incidence négative sur la valeur de ton entreprise parce que ton entreprise, elle a des risques. Donc, elle est moins attractive pour un acquéreur potentiel. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est d'aider les entrepreneurs à réfléchir à ça puis de les accompagner, de les aider, de dire, regarde, des fois, là, c'est 2-3 petites décisions qui peuvent avoir un impact énorme. Puis, tu sais, chaque dollar que tu trouves de profit, ben à la sortie, ça peut valoir 4, 5, 6 dollars. Hein, parce que c'est un multiple de profitabilité. Donc, quand tu te mets à réfléchir en termes de profitabilité, puis de multiples, puis que tu te dis, oups, je peux peut-être faire telle chose, je peux peut-être faire un investissement dans mon entreprise, je peux peut-être revoir de la façon mes coûts de revient, je peux peut-être mettre en place certaines choses pour dynamiser mon entreprise. Là, ça devient drôlement intéressant, puis mon entreprise devient plus attrayante, puis quand je vais vouloir la vendre, je vais pouvoir la vendre à mes conditions. Fait que c'est vraiment dans cet univers-là qu'on navigue chez Optionality. C'est quoi les plus grandes erreurs que vous voyez, qui sortent en termes de recommandations, des choses à éviter en amont d'une transaction? Tu l'as vécu toi-même, peut-être des choses à ne pas répéter. Oui. Bien, tu sais, je pense que l'entrepreneur, par défaut, on a les réflexes et c'est la croissance des revenus. Donc, on dit en anglais le top line. Fait qu'on réfléchit beaucoup en termes de comment revenus. Doubler son volume de vente. Exactement, mais on réfléchit très peu en termes de profitabilité. Puis la profitabilité, ça veut dire différentes choses. C'est pas parce que je génère un profit brut que j'ai nécessairement un profit net, un EBITDA, puis des flux de trésorerie positifs. Mm-hmm. Alors, de comprendre ça, fait que je veux dire, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas nécessairement comprendre, dans le fond, de quelle façon mon entreprise génère des profits. Là, je simplifie, là, mais vraiment... Souvent, c'est ça que des entrepreneurs, on leur fait comprendre ça. Puis tu réduis les coûts $1, tu augmentes tes profits $1, mais tu augmentes tes ventes $1, tu réduis pas tu augmentes pas tes profits. Exactement. Puis concrètement, là, ce profit-là, est-ce qu'il est soutenable à travers le temps? Donc, il y a une qualité de profit. Hein? On appelle ça même en anglais « quality of earnings ». Fait qu'il y a une qualité des profits. Est-ce que ça vient d'un seul client? Est-ce que ça vient de client qui est un seul client puis qui est en plus pas sous contrat? Est-ce qu'il y a une dépendance des revenus à l'entrepreneur en tant que tel? Donc, de comprendre la qualité des profits, je te dirais que c'est vraiment le deuxième risque. Souvent, il va y avoir des risques de concentration. Fait que l'erreur du 1 qu'on dit. L'erreur du 1, c'est que mes revenus dépendent d'une personne, d'un client, ou j'ai un fournisseur qui est stratégique, ou bon. Fait que l'erreur du 1, là, juste de travailler là-dessus.
Donc, all your eggs, mais pas tous tes œufs dans un panier. Exactement. Puis après ça, je te dirais, est-ce que tu es prêt fiscalement à une transaction? Hein? On a un environnement fiscal au Canada, en Amérique du Nord, qui est quand même assez complexe. Il y a des façons d'optimiser fiscalement, de faire une planification fiscale, puis une planification aussi de patrimoine. Fait que ça, là, je te parle de 2 autres erreurs classiques. C'est pour ça que les gestionnaires de patrimoine nous aiment beaucoup, parce qu'ils peuvent s'asseoir avec leurs clients et dire, écoute, parce qu'un de tes actifs énorme comme entrepreneur, c'est ton entreprise. Tu ne comprends pas ta valeur, puis une fois que tu vas l'avoir vendue, cette entreprise-là, il va te rester combien dans les poches parce que tu dois payer des taxes, tu vas devoir rembourser ta dette, tu n'as peut-être pas 100% de l'équité, tu as d'autres partenaires. Donc, de réfléchir à il t'en reste combien, puis ça t'en prend combien pour vivre, ça, c'est important. Fait que cette réflexion-là de planification fiscale, c'est une des erreurs classiques qu'on va voir. Planification, on va dire, planification des flux de trésorerie que tu vas avoir de besoin, toi, comme entrepreneur, une fois que tu as vendu ton entreprise. Puis fiscalement, comment tu peux réduire l'impact fiscal de ton entreprise. Fait que ça, écoute, mais il y en a plusieurs risques, là, comme je dis, dans chacune des sphères. Je dirais le plus gros par-dessus tout ça, c'est est-ce que l'entrepreneur il est vraiment prêt mentalement à vendre son entreprise. Puis on entend plein d'histoires. Ouais. Il planifie vendre ou céder à ses enfants, par exemple, mais reste dans l'entreprise un autre 2, 5, 10 ans. Exactement. Puis, tu sais, ça, on a réussi, dans le fond, avec quand même un agent IA puis des questions relativement simples à faire réfléchir l'entrepreneur. Je te dis, les questions, là, certaines des questions, tu les lis, puis tu sais, comme, c'est donc bien simple, mais quand il faut vraiment que tu y répondes avec un niveau de confiance qui est élevé, il y a des gens que ça leur prend 2 semaines à répondre à notre questionnaire. Tu peux y répondre en dedans de 2 heures, là, si tu veux. C'est juste un petit intrant, là, mais tu peux. C'est quand même très puissant de dire est-ce que je suis vraiment prête? Est-ce que j'ai réfléchi? Puis on a des questions qui viennent te challenger comme entrepreneur, justement, pour dire. Puis si tu n'es pas prête, c'est correct, il y a un cheminement à faire. Puis c'est ça qu'on fait chez Optionalité, on t'aide à cheminer là-dedans. Ouais. Puis, une des options pourrait être ne pas vendre. Une des options peut être de ne pas vendre, effectivement. Une des options peut être de dire je vais transférer à mes employés, je vais transférer à ma famille si c'est une option. Est-ce que je veux vendre à un compétiteur? Est-ce que je veux vendre à. Je ne veux pas vendre à un compétiteur. Est-ce que je veux vendre à un fonds de private equity, d'investisseurs privés ou pas? Puis il y a beaucoup d'éducation à faire parce que les gens ils ont des préconceptions. Ah non, c'est pas bon, les fonds de private equity. Il y a des très bons fonds de private equity. Ça peut être une très belle option. Il y a des gens qui vont dire je sais c'est qui mon acquéreur, ça va être qui? Écoute, je te dirais que dans 8 fois sur 10, tu ne vas pas vendre à la personne que tu pensais vendre. Ouais. Le pool d'acquéreurs, les options, c'est ça qui est intéressant pour l'entrepreneur, c'est qu'il y a de plus en plus d'options pour vendre, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est plus facile de vendre. Si tu n'es pas préparé et tu ne connais pas ces options-là, ben c'est pas parce qu'il y en a plus que tu vas être capable de le faire. Donc, il y a vraiment tout un élément de préparation qui est important à faire. Puis, la beauté de l'IA, c'est que ça te permet justement de coller toutes sortes d'informations puis de générer un plan personnalisé qui, autrefois, n'était pas disponible pour l'entrepreneur de PME. Nos clients, là, nous autres, c'est une entreprise, ça peut faire 500 000 de chiffre d'affaires, là, comme elle peut faire 100 millions de chiffre d'affaires. Je dirais que la majorité de nos clients font entre 1 million puis 25 millions de chiffre d'affaires. C'est là vraiment qu'on a beaucoup de données pour être capable de donner des exemples concrets. Donc, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, je sais que vous avez un modèle freemium et votre idée, c'est vraiment de rendre ça accessible. Oui. Et, comme j'ai mentionné en intro, 50 000 entreprises à reprendre d'ici les prochaines 5 ans au Québec. C'est énorme comme défi. On en parle souvent dans les médias. Tu dis souvent qu'il faut commencer à réfléchir à la vente de son entreprise 3-10 ans avant que ça arrive. Donc, concrètement, on peut venir sur votre plateforme et juste faire pour avoir une idée, une estimation, comment ça marche? Oui, absolument. Mais en fait, un de nos défis, justement, c'est que c'est très facile pour l'entrepreneur à pelleter par en avant, comme on dit en bon québécois, de dire écoute, c'est dans 3-10 ans, ou je ne suis pas encore sûr, ou je ne suis pas encore prête, mais je sais que ça me trotte dans la tête, tu sais. Puis là, de passer à l'action. Je dirais, regarde, pour passer à l'action, ça ne prend pas beaucoup de choses. Vous pouvez aller sur notre site web, on a 2 outils de diagnostic. Vous pouvez aussi nous parler. Regarde, moi, là, puis moi, personnellement, là, me contacter, là, mais l'équipe aussi, là, on est disponible. Souvent, l'entrepreneur dit, écoute, appelle-moi, je veux te parler. C'est un autre de nos apprentissages. Là. Des fois, c'est le bon vieux téléphone, mais si tu vas sur notre site web, tu as 2 outils principalement. Le premier outil, c'est un outil d'évaluation préliminaire. Et je
mais en gros caractère gras surligné préliminaire parce que tout ce qu'on demande, c'est ton site web puis ton nombre d'employés. Puis à partir de là, on génère une première évaluation. 8 sur 10, terme de confiance. Écoute, moi, je dirais plus 6 sur 10, mais quand même, pour certains entrepreneurs, parce que là, à ce stade-ci, j'ai rien. Ouais. Tu peux la paramétriser dans le petit outil en ligne qui est gratuit. Tu peux rajouter certaines informations. Tu sors des comparables de transactions. Fait que c'est le fun. Tu dis, OK, ça te donne un ordre de grandeur. Évidemment, après ça, parle-nous, utilise la plateforme pour pouvoir approfondir ça, parce que je serais un charlatan de te dire que je vais te faire ton évaluation comme ça. Puis si tu t'en vas dans ChatGPT pour demander la valeur de ton entreprise, je te dis, tu vas t'enligner dans la mauvaise direction, tu vas frapper un mur. Mais à haut niveau, première piste de réflexion, savoir, je suis curieux. Puis après ça, en utilisant Optionality, le service payant, tu peux avoir, comme je te dis, non seulement la valorisation, les options pour l'augmenter, puis ton plan d'action. L'autre élément, c'est encore plus tôt que ça, c'est de dire juste de faire le diagnostic. On te parlait de est-ce que tu es prête à vendre? Fait qu'on a créé un petit outil qui a environ 25 questions. Donc, c'est un copilote qui te pose des questions. La solution complète a des centaines de questions et est très dynamique, mais le petit outil en ligne, c'est quand même un bon outil pour faire un diagnostic, de dire, oups, si j'ai de la difficulté à répondre à ces questions-là, je risque d'avoir un problème, puis j'ai besoin d'accompagnement. Puis justement, on est là pour t'aider. Fait que ces questions-là vont te donner, en 25 questions, prends quelques minutes, tu vas déjà avoir un diagnostic de savoir tu te compares comment par rapport à d'autres entrepreneurs sur ton niveau de préparation comme entrepreneur avant ton entreprise, mais c'est quoi aussi le niveau d'attractivité de ton entreprise. Donc, si jamais tu mettrais théoriquement ton entreprise sur le marché, est-ce qu'elle serait attrayante pour des acquéreurs potentiels? Et ça, on a énormément de succès avec cet outil-là. C'est nos deux façons qu'on essaie de démocratiser, dans le fond, l'accès à la plateforme. Le produit en tant que tel, il est très abordable pour un entrepreneur. C'est quelques centaines de dollars par mois pour utiliser la plateforme. C'est une licence d'utilisation annuelle avec un coach expert qui fait ton accompagnement. Mais l'idée, c'est que le multiple de valeur d'entreprise qui est créé en travaillant avec nous, et le ROI est très, très, très élevé. Ça, c'est comme dans les finances personnelles. Pour accéder à un conseil financier premium, disons, il faut quelques centaines de milliers ou millions, peu importe, en patrimoine. Même chose pour une PME, pour avoir les conseils plus raffinés. Exactement. Traditionnellement. Mais nous, on voulait vraiment le démocratiser. On voulait vraiment que l'entrepreneur, peu importe, des fois, on a des entrepreneurs qui rentrent chez nous et qui se disent, écoute, je ne sais même pas si ça vaut quelque chose. Peut-être que ça vaut quelque chose. Puis même si ça vaut, puis je donne un chiffre hypothétique, même si ça vaudrait 250 000, 250 000 c'est beaucoup d'argent. Tu as peut-être mis 15 ans à bâtir cette entreprise-là. Puis tu as un réseau de cliniques, tu as une clinique qui fait X, Y, Z, ça a une valeur. Mais l'important, c'est que si tu veux la réaliser, cette valeur-là, il faut falloir que ça va être plus difficile à travailler. Ton entreprise, elle est petite, le pool d'acquéreurs il est peut-être plus restreint, il faut le travailler en amont, il faut la présenter du bon côté, il faut peut-être mettre certaines choses en place pour la rendre plus attrayante, mais ça a une valeur. Puis après ça, on a des gens qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus sophistiqués, mais qui ne savent pas par où commencer, puis qui pensent que leur entreprise vaut X, puis que leur acquéreur, c'est Y, puis leur entreprise pourrait valoir beaucoup plus, puis leur acquéreur pourrait être quelqu'un de complètement différent. Donc, c'est vraiment... C'est très passionnant. Là. J'ai de la misère à le cacher que je suis passionné par le problème qu'on résout, mais c'est vraiment, vraiment ça. Puis encore une fois, l'IA permet de démocratiser tout ça. C'est super. Simon, merci beaucoup d'être venu partant pour parler de Optionality. C'est vraiment apprécié. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ça a passé super rapidement. Merci à toi. Y as-tu pensé? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la conversation. On se reprend la semaine prochaine. Au revoir. Y as-tu pensé? Comprendre, apprendre, s'adapter. Y as-tu pensé? L'intelligence artificielle peut créer énormément de valeur pour votre entreprise, en temps et aussi en argent. Tout ça à condition de viser juste dès le départ. Bullseye AI, la firme de stratégie IA dirigée par David Prou, vous aide à choisir le bon projet et former vos équipes rapidement. Bullseye AI, fier de vous avoir présenté le balado Y as-tu pensé?